Alors, rebonsoir. J'avais tenté tout à l'heure de jeter en ligne et ça s'est coupé, donc je m'excuse encore pour ce petit pépin technique. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle intervention. Comme promis hier, je vous avais dit que, donc suite à mon intervention d'hier, je vous avais dit qu'aujourd'hui j'allais vous entretenir encore sur le sujet du partenariat commercial qui concerne les pays ou les nations, disons, de l'Asie du Sud-Est, d'accord, qu'on a vu récemment le 15 novembre 2020. Donc, je vais donc donner mon point de vue là-dessus par rapport à ce qu'on pourrait potentiellement s'attendre sur les marchés, avec aussi les décalages par rapport aux règlements commerciaux qui sont issus, qui émanent de ce projet, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que certains pays, même de l'Asie, n'ont pas totalement ratifié. Elles se sont juste liées au niveau des rapports commerciaux, mais elles sont restées plus ou moins en dehors parce qu'il y a des divergences politiques. D'accord? Alors, mon nom est François Ablé. Je suis trader et analyste au sein de Actionomic, qui est une structure, une firme de recherche et de la quantification, hein, des marchés financiers. Nous faisons de la recherche quantitative, la macroéconomie, n'est-ce pas? Et nous fournissons des lettres stratégiques de marché chaque semaine, pour les membres en tout cas, et pour les clients. Et si vous êtes donc intéressé par ce type de service, je vous invite à jeter un coup d'œil à notre site internet qui est le www.actionomics.ca. Donc vous avez donc aussi des rubriques où on vous donne donc des newsletters pour vous tenir informé de l'actualité. On écrit donc des articles pour vous, pour tout ce qui est donc des sujets chauds pour les marchés. Et aussi, vous pouvez visiter notre site internet officiel qui est le www.actionomics.com. D'accord? Le actionomics.ca, c'est pour donc vous tenir au courant des informations, mais pour ce qui est de la vitrine de notre firme indépendante en ligne sur la recherche quantitative, vous pouvez donc jeter un coup d'œil sur le www.actionomics.com. Aussi nous écrire à contact@actionomics en un mot. .com. Vous allez voir, tout est donc dans le descriptif de cette vidéo, de cette intervention. Bien. Alors, je suis là donc pour vous entretenir, pour parler donc de récents accords, je peux dire, de partenariat commercial, parce que il y a une nuance à faire, puisque récemment, on a vu que 10 pays, d'accord, 10 pays membres qui se sont mis ensemble pour officialiser donc un accord de libre-échange avec d'autres pays, ce qu'on appelait le RCEP. En anglais, c'est le Regional Comprehensive Economic Partnership. D'accord? Donc, c'est, disons, accord, partenariat régional économique et compréhensif, si je me permets de traduire de cette manière. Donc, traduction bête et méchante. Mais en gros, c'est une façon des pays de l'Asie du Sud-Est qui sont composés généralement de, je crois, il y a le Cambodge, il y a Singapour, il y a la Malaisie, il y a la Birmanie, il y a l'Indonésie, où se trouve donc le siège social, donc à Jakarta, donc le secrétariat général ou secrétariat exécutif de cette organisation se trouve à Jakarta en Indonésie. Donc Vietnam, Indonésie, Birmanie, Laos, Myanmar et tout ça. Donc tous ces 10 pays de l'Asie du Sud-Est, ce qu'on appelle en français on dit l'ANAS, donc Association des Nations asiatiques de l'Asie du Sud-Est, ou en anglais on dit Asian, hein, Association of South Asia, South Asia Nation Association, donc Asian. Donc ce sont ces groupes-là, donc au départ c'est une initiative politique, puisque de manière géopolitique, vous savez que la Chine joue un rôle un peu impérialiste, hein, depuis sa dernière progression de leader économique dans le monde. Vous savez que la Chine a commencé à conquérir l'Afrique ces derniers temps, et aussi tend à maintenir son pouvoir et son hégémonie
en régnant en maître sur toute l'Asie. C'est d'abord aussi un pays qui est fortement peuplé. D'accord, le premier pays asiatique le plus peuplé, et même peut-être forcément le pays au monde le plus peuplé. Après, c'est l'Inde. Donc, la Chine a un comportement impérialiste sur les pays, n'est-ce pas, de l'Asie du Sud-Est. Puisque sur la carte, nous voyons bien qu'il y a ce qu'on appelle la Chine méridionale du Sud, qui traverse bien sûr tout l'empire, la Chine, et qui aussi est fait frontière au Myanmar et au Laos, d'accord, et même à l'Indonésie. Donc c'est cette partie-là qui est revendiquée par ces pays-là qui se sont mis ensemble à travers la NAS, et dont je crois le PIB tourne autour de, si on les met tous ensemble, le PIB tourne autour de environ 2,4 à 2,8 trillions de dollars, selon les chiffres estimés par l'Organisation mondiale du commerce, et puis aussi une population de 650 millions d'habitants. Okay, donc ils sont moins nombreux forcément que la Chine. Et juste à titre de comparaison, même si comparaison n'est pas raison comme on dit, mais le poids économique de ces 10 pays ne vaut même pas les injections monétaires que la Fed a fait récemment pour le Corona. Juste pour vous donner une idée de la puissance des autres pays. Vous comprenez? Mais c'est une avancée politique, géopolitique, d'accord, pour répondre à Pékin sur ses envies de domination, puisqu'on a vu, si vous vous souvenez, il y a eu un gros cas politique qui a débouché sur de longues tensions sociales à Hong Kong sur les questions d'ingérence et d'interférence au niveau de la gouvernance de Hong Kong. Hein, voilà, et donc la Chine qui a ce comportement-là d'impérialiste. Okay? Donc, ces accords-là existaient déjà depuis 1967. Ça a été, je crois, créé le 8 août 1967, si ma mémoire est bonne, à Jakarta, dont leur mission était de se mettre ensemble pour faire front aux idéaux communistes qui commençaient vraiment à dominer les questions de politique intérieure et d'interférence au niveau du respect mutuel entre les différents pays. Donc c'est une sorte d'intégration régionale au niveau de l'Asie. En 1976, il y a eu donc aussi un traité d'amitié et de coopération économique naturellement entre ces différents pays, puisque ces pays eux-mêmes, bien sûr, sont dressés contre la Chine, mais revendiquent en quelque sorte une certaine autonomie et indépendance vis-à-vis de la Chine. Et ces pays-là, entre eux, sont divisés sur des questions politiques, sur des questions aussi identitaires. Donc, cela ne fait pas l'affaire au niveau politique. Mais en tout cas, du fait qu'il y ait une intégration régionale, ça permet donc de pouvoir maintenir un certain poids politique devant Pékin. À partir donc je crois, de décembre 2018, donc récemment, au début de la gouvernance Trump, quand Trump avait commencé les tarifications, les taxations douanières, on a vu que le Canada s'est empressé pour aller signer des accords commerciaux, des accords de libre-échange pour faire pression sur les États-Unis. C'est ce qu'on a appelé je crois, le nom est un peu long, en anglais c'est CPTPP, d'accord, qui est le Comprehensive Trans-Pacific Partnership, quelque chose comme ça, là, un partenariat transatlantique compréhensif et progressif. Je ne sais pas pourquoi ils rajoutent toujours ce mot progressif et compréhensif, mais c'est le nom qu'ils ont donné à ce partenariat, le CPTPP en tout cas, pour l'acronyme. La traduction un peu m'échappe. Donc en gros, c'est ça, c'est un partenariat économique transatlantique, pacifique, d'accord, qui réunit la plupart des pays océaniques, donc la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui fait affaire avec le Canada, d'accord.
Et ça, ce partenariat regroupe également quelques pays de l'Asie, de l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud avec le Pérou, le Chili et tout ça. D'accord? Donc, ça a commencé en novembre-décembre 2018 pour aboutir finalement en octobre, je crois le 6 octobre 2020, plus exactement, à ce qu'on appelait un autre acronyme qui m'échappe, mais en tout cas un accord progressif, comme ils appellent progressiste, économique entre ces pays-là. Et récemment, de novembre 2020, 15 novembre 2020, pardonnez, on a eu donc le RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Donc, j'ai fait cet historique pour vous expliquer pour vous montrer un peu que ces accords qui sont signés entre ces pays de l'Asie du Sud-Est ont deux dimensions. C'est une dimension d'abord économique, pour contourner un peu ce monde protectionniste qui a pris forme depuis l'arrivée du président Trump, avec raison, puisque quand on regarde les chiffres de l'OMC avant l'arrivée du président américain Donald Trump, on voit que la Chine dominait beaucoup au niveau du commerce. Donc la Chine pratiquait le dumping commercial. Donc elle inondait les pays de ses produits et en retour, elle fermait ses frontières. Donc du coup, leur taux d'exportation était très élevé. Je crois, selon les derniers chiffres que j'ai vus, en 2019, non, pardon, pas en 2019, en 2017. En 2017, le taux d'exportation au niveau de la Chine était de 44%, contre 6% d'exportation. Donc, vous voyez qu'il y avait une sorte de non-compétitivité des autres pays au niveau du secteur commercial, au niveau de la Chine. Donc, le président américain Donald Trump est arrivé pour faire une sorte de barrière, d'une sorte d'équilibre. Équilibre, on peut dire équilibre de terreur, pour forcer les Chinois à ouvrir un peu plus les frontières pour pouvoir faciliter les échanges commerciaux. Donc, ils se sont mis à signer des accords ici et là au niveau des pays de l'Asie du Sud-Est. Donc, ça, c'est le premier volet de ces accords commerciaux. Ensuite, il y a le deuxième volet qui sont des accords plus politiques, plus géopolitiques, puisque la Chine veut dominer le monde, veut maintenir son hégémonie et même veut régner en maître sur les leaders à partir des pays de l'Asie du Sud-Est. Au niveau du territoire, il y a la Chine méridionale, qui est ce fleuve qui traverse donc le Myanmar, le Laos, et qui sont voisins donc à la Chine. Donc la Chine veut s'approprier de cet espace. Pékin avait déjà lancé plusieurs assauts juridiques pour un peu comme le problème qu'on a eu avec l'Ukraine, qui revendiquait donc une certaine partie de la Russie, dont le nom m'échappe, mais vous devez, je pense, vous en souvenir. Et ce territoire-là, justement, qui est revendiqué par la Chine, amène un bras de fer avec ces pays-là. Donc ces pays-là s'étaient mis ensemble, donc c'est 10 pays, d'accord, l'Indonésie, Vietnam, Brunei, Myanmar, Laos, Cambodge, Malaisie, Singapour, voilà, tous ces pays-là se sont mis ensemble pour faire front politique, d'accord, contre le communisme de Pékin. Et au niveau économique, il y a au niveau régional, nous avons donc le RCEP, dont l'Australie, le Japon, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande et la Chine se sont rattachés pour seulement donner dos on va dire, au dictat, si on peut appeler ça ainsi, commercial des États-Unis avec Donald Trump. Alors, vous comprenez que les enjeux sont de taille, puisque du fait que la Chine a été, on va dire, plus ou moins malmenée au niveau de la politique du président américain, a soif de revanche. C'est ce que moi j'appelle plutôt du rattrapage commercial, parce que le rattrapage commercial va consister tout simplement à signer et à ratifier plein de traités, comme par exemple le TPP ou bien le CPTPP, comme on en a parlé au départ, et qui incluait le Canada, la Chili, le Pérou, ainsi donc quelques pays de l'Amérique latine,
également le RCEP qui inclut le Japon, la Corée du Sud, donc qui vont dealer avec les 10 pays de la NAS. Donc, ces partenariats commerciaux sont là uniquement pour permettre à la Chine de rattraper le temps perdu ou bien le manque à gagner qui a été causé sous la gouvernance Trump. Ce n'est pas que la Chine veut s'ouvrir à travers le monde, c'est simplement une question de rattrapage, de vouloir percer, de vouloir dominer commercialement dans sa quête, on va dire, d'hégémonie économique, veut se rattraper sur ces pays-là. Donc, s'empresse de signer à peu près partout des deals commerciaux. D'accord? Donc, c'est pour faire pression sur bien sûr, l'establishment qui est composé principalement des États-Unis, de la France, de l'Allemagne et puis bon, des pays que vous connaissez. Alors, au lendemain, bien sûr, de la défaite du président américain, la Chine a été pratiquement l'un des premiers pays à saluer la défaite de Donald Trump, avant même que les résultats officiels n'aient diffusé. Donc, on parle des résultats provisoires parce que c'était une façon pour eux de montrer qu'ils sont très contents de se débarrasser du président américain afin d'aller poursuivre, comme j'ai dit tout à l'heure, son rattrapage commercial. Au niveau donc du dollar, parce que la dimension commerciale de ces accords-là a un seul but. Donc, il ne faut pas vraiment vous détenir de ça. C'est un seul but, c'est de permettre à ce que la Chine soit toujours en avance au niveau des produits, au niveau de ses exportations. De manière économique, en théorie économique, si la Chine a toujours une certaine longueur d'avance sur les exportations commerciales au monde, puisque cette partie de l'Asie du Sud-Est représente à peu près, si on met la Chine, l'Inde qui n'a pas ratifié pour l'instant, parce qu'elle n'y croit pas pour des raisons évidemment politiques et économiques. Comme j'ai dit au départ, il y a une certaine dissension au niveau il y a un manque de vision stratégique au niveau des accords commerciaux. Ce sont des accords plutôt qui se sont faits juste pour donner une réponse à quelque chose. Donc l'Inde pour le moment n'y a pas encore ratifié. Mais si on met tous ces pays ensemble, donc l'Inde, la Chine et tous ces pays-là, ça représente à peu près 33% de la production mondiale, donc du PIB mondial, en termes de poids commercial. Okay? Donc, le but de la Chine, tout simplement, c'est d'être le leader de cet espace régional économique, pour assujettir le monde au niveau de ses exportations et d'être encore plus dominant. Plus la Chine est dominante au niveau commercial, plus le yuan s'apprécie aux yeux des bailleurs de fonds étrangers. D'accord? Vous pouvez l'observer, bien sûr, avec la paire USD-CNY. D'accord? La paire USD-CNY, c'est-à-dire le dollar américain par rapport au yuan renminbi, qui s'est fortement déprécié. Parce que ce sont des anticipations qui sont faites du fait que si la Chine signe de gros partenariats commerciaux et qui détournent et qui se mettent, on va dire, en marge des partenariats commerciaux conventionnels qu'on a l'habitude de voir avec l'OMC, qui sont beaucoup minés par une thèse protectionniste qui envahit la plupart des territoires. Ce qui veut dire que la Chine donc gagne en termes d'efficacité. C'est-à-dire pendant que les autres pays sont en train de se lancer des tarifs douaniers, elle continue d'écouler tranquillement ses produits à travers des espaces commerciaux qui garantissent une certaine fluidité de ces produits et aussi qui permettent d'asseoir son pouvoir économique. D'accord? Et donc ça va simplement faire apprécier le yuan au niveau des cambistes, d'accord, de ceux qui surveillent bien sûr les devises à l'étranger, et ça va mettre donc un sérieux coup de fouet sur la paire, d'accord, la paire du dollar. Ça veut dire que actuellement, si vous remarquez les graphiques sur le dollar américain yuan renminbi, il est en forte baisse, d'accord. Mais la Chine ne peut pas laisser son yuan s'apprécier autant. Bien vrai qu'il est demandé fortement sur les marchés mondiaux, elle ne peut pas le laisser fluctuer autant parce que ça n'arrangera pas la Chine pour continuer à exporter ses produits puisque
pour payer les produits chinois, il faut le payer en yuan. Et si le yuan est trop fort, ça va bien sûr affaiblir ces petits pays-là déjà, qui représentent seulement que cet espace commercial. Je veux parler bien sûr de l'ANAS, hein, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Il représente qu'à peu près maximum 3 trillions. Hein, je suis même gentil, hein, 3 trillions pour arrondir, mais sinon c'est moins que ça. D'accord? Et encore une fois de plus, juste les injections monétaires de la Fed aux États-Unis seulement, qui est un pays qui n'est pas un continent, ou bien une région du monde, ça tourne autour de 8 trillions, juste pour la période du corona, vous comprenez? Donc, forcément, un yuan très fort ne va pas les arranger. Et la Chine va bien sûr faire déprécier sa monnaie fortement. Il faut s'attendre à ça, d'accord? Il faut s'attendre à ce que la Chine déprécie fortement sa monnaie pour tout simplement rattraper le retard commercial que Trump leur a imposé avec les tarifs douaniers lors de sa gouvernance. Alors, je me suis posé la question, est-ce que Biden va être, disons, très dur comme Trump l'a été? Je ne pense pas. Je pense que Biden, ça va être la continuité d'Obama. Donc, plus de docilité au niveau commercial. Donc, ce qui va permettre, parce que rappelez-vous que c'est sous la gouvernance d'Obama que la Chine avait commencé à aligner le plus souvent des taux de croissance annuels à 2 chiffres. D'accord? Le taux de croissance annuel à 2 chiffres, c'est sous la gouvernance d'Obama que Pékin a enregistré des records au niveau de son PIB et aussi au niveau de sa balance commerciale. Donc, il y a eu beaucoup de cadeaux qui ont été, de faveurs qui ont été faites. Donc, en ce moment-là, généralement, la Chine dépréciait massivement sa monnaie pour écouler ses produits. Et si vous regardez aussi vos graphiques de 2014, l'année de l'essor, bien sûr, de la Chine, de 2013-2014 jusqu'à maintenant, le dollar a accéléré fortement. Donc, bien sûr, c'est un effet de contrepoids, puisque beaucoup de dettes, on va dire, de bons du trésor, donc beaucoup de bailleurs de fonds chinois détiennent de la dette libellée en dollars US. D'accord? Donc, par pur effet mécanique risque de change, lorsque la Chine déprécie sa monnaie, le dollar augmente. D'accord? Et ça peut rimer aussi avec une sorte de processus parce que les États-Unis doivent aussi songer tout simplement et naturellement à un processus de désinflation. Parce que le fait d'avoir inondé massivement le marché financier de liquidité, ils doivent déjà chercher, bon, ils ont bien sûr les prix Nobel en économie, donc pour ça on s'en doute pas, mais ils doivent déjà commencer à anticiper une inflation future. Donc c'est ce qu'on appelle un processus de désinflation. C'est pour commencer donc à rentrer dans un processus pour arrêter une spirale inflationniste qui risque d'exploser avec la liquidité massive qui a envahi justement qui a été déversée sur les marchés financiers. Okay? Et ça, si les États-Unis n'arrivent pas à le faire, ça peut déboucher sur un spectre déflationniste. Ça veut dire qu'on aura de plus en plus des gens qui refuseront de dépenser de l'argent parce que les prix, le coût de la vie va chuter brutalement. Donc l'argent commencera à devenir de plus en plus rare. Et ça aura un impact bien sûr sur les marchés financiers, notamment sur le marché d'abord du crédit, donc le marché de la dette. Et en plus de cela, ça aura une répercussion sur les épargnants, d'accord, qui vont ne plus pratiquement dépenser leur argent. Et ça aura des tensions monétaires très importantes. Donc j'espère que, je crois fermement que la Fed sait déjà, en tout cas c'est ce que, en tout cas en tant qu'économiste, c'est le scénario auquel moi je m'attends, mais je pense qu'on peut déjà anticiper en rentrant dans un processus de désinflation, tout simplement en commençant à inciter. La solution qu'on peut faire dans les premiers cas pour empêcher cette bulle, c'est d'inciter les bailleurs de fonds à acheter davantage de la dette, on va dire, américaine, pas seulement du côté de la Chine, qui est le plus gros bailleur de fonds, mais de distribuer de la dette
à d'autres pays étrangers pour atténuer le choc au cas où la Chine commencerait à retirer brutalement on va dire, son profit ou son gain qu'elle détient qu'elle tient de détenir de la dette américaine. Vous comprenez? Donc, c'est très complexe comme souci, mais c'est ce qui guette les Américains. Au niveau des marchés financiers, donc, quand on a ce biais qui est planté dans le décor, ce qu'on peut faire simplement, ou ce qu'on peut s'attendre pour 2021, personnellement, moi je m'attends, le scénario auquel je table, c'est que le dollar, en tout cas à très court terme, va continuer encore à faire des creux, parce qu'actuellement il n'est pas question de laisser un dollar flottant ou bien un dollar qui s'apprécie. Mais sur le moyen terme, avec bien sûr les relations commerciales qui risquent les nouvelles relations commerciales entre la Chine et puis l'administration Biden, je crois fortement au scénario de rattrapage commercial. Et donc la Chine qui fait semblant d'aimer Biden, c'est tout simplement, je pense que c'est de la politique, hein. C'est juste simplement une façon de saluer, disons, le nouveau visage qui est à la Maison-Blanche, parce qu'on pense que ça va être, disons, docile, puisque sous Obama, l'administration Obama était très docile avec les exigences de la Chine. D'accord? Donc c'est un bon signal, un bon message qui est vu du côté de Pékin pour qu'on continue à pratiquer le dumping commercial qui est illégal, hein, qui n'est pas, c'est pas des choses à faire, mais c'est permis. L'OMC ne prend pas de décret de décision. Et pourtant, on fait comme si c'est le président américain Trump qui était très méchant et qui n'était pas bien, alors que c'était très bon ce qu'il a fait, de sorte à équilibrer le jeu commercial, parce que la Chine écrasait tout le monde sur son passage et ça empêchait tout simplement, ça a créé une sorte d'inflation importée des autres pays qui ne pensaient leur temps qu'à importer les produits de la Chine. Et quand le yuan, bien sûr, s'apprécie, ben, ça crée des déficits commerciaux dans les différents pays. D'accord? Donc, le scénario qui est anticipé ici, c'est qu'à très court terme, je vois un dollar qui est baissier malgré tout. Et peut-être que lorsqu'on va atteindre des creux de 88, 89, 90 points, on va voir peut-être lorsque Biden va rentrer en fonction, avec bien sûr maintenant Janet Yellen qui sera la nouvelle secrétaire d'État au commerce pour remplacer à Steve Mnuchin, ça risque donc d'être du slowly, progressive and slowly, donc qui vont permettre donc peut-être à la Chine encore une fois de plus de déprécier son yuan et donc de faire monter brutalement ou de faire accélérer le dollar sous cette gouvernance. C'est le scénario auquel je m'attends. Maintenant, si l'administration Biden au niveau de l'économie commence à anticiper par inciter les bailleurs de fonds étrangers à acheter du treasuries, donc des titres obligataires en libellé en dollars, on risque donc d'atteindre un contrepoids, donc d'avoir un dollar qui progresse légèrement, progressivement, plutôt que des impulsions brusques, des hausses mécaniques qui risquent donc d'affecter le bilan de la Fed ou le bilan d'impression monétaire qui jusque-là est très très inquiétant. Okay? Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire sur ce sujet. J'espère que j'ai été suffisamment en détail à partir de l'historique, du contexte qui entoure cet accord. Et puis, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à l'écrire dans les commentaires. Ça me ferait réel plaisir de répondre à vos questions. Sur ce, passez une bonne soirée et on se retrouve donc plus tard pour d'autres interventions. Merci encore.